Bonsoir à tous, merci bien de nous rejoindre. Pour ceux qui nous rejoignent pour notre second webinaire, je me présente, Stéphanie Villemagne. Je suis tête de liste aux élections consulaires qui arrivent bientôt. Je rappelle les dates au cas où, du 21 mai au 26 mai en vote électronique et le dimanche 30 mai à l'urne. Un petit mot pour vous expliquer ce que sont les conseillers des Français à l'étranger avant que nous passions à notre sujet, c'est 18 heures. Il faut que j'articule un peu mieux. Les conseillers des Français de l'étranger sont donc des élus locaux et de proximité qui soutiennent et représentent les Français de l'étranger, en l'occurrence ici en Espagne. Ils siègent au conseil consulaire et sont chargés d'émettre des avis sur les questions inhérentes à la vie quotidienne des Français de l'étranger, donc en Espagne ici à Madrid, pour cette circonscription. Ils sont consultés pour toute question relative à l'emploi, à la santé, l'apprentissage, l'enseignement ou encore la sécurité des Français installés hors de France. La SFE, pour une petite présentation, c'est une expérience mondiale puisque depuis 2014, la SFE est présente dans plus de 100 pays. Et en Espagne, nous espérons nous engager pour présenter efficacement sur 3 points importants. La proximité dans les régions, puisque nous avons des représentants locaux, 14 personnes à vos services dans les différentes régions, avec un dialogue que nous espérons et que nous voulons ouvert, indépendant, libre de toute contrainte partisane. Ça, c'est très important pour nous. Et nous espérons vous assister auprès des instances françaises de la circonscription de Madrid et puis évidemment auprès de Paris. Aujourd'hui, donc, comme je disais, nous avons aujourd'hui des représentants de la liste ASFE en ligne qui répondront à vos questions par la suite. Mais ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, et nous sommes très heureux de vous présenter ce webinaire exceptionnel sur le Covid-19, mais pas que, les défis de notre société face aux maladies infectieuses. Et nous avons la grande chance d'avoir Dr Robert Sebag avec nous. Alors, la crise sanitaire que nous vivons a mis en évidence nos faiblesses clairement vis-à-vis des maladies infectieuses et a fait émerger de multiples questions, comme peut-on prévoir une pandémie? Peut-on dire que le Covid a changé la médecine? Dr Sebag a beaucoup d'autres questions auxquelles il va répondre aujourd'hui. Et pour y voir plus clair, il va nous éclairer un petit peu avec son expérience. Il est attaché des hôpitaux de Paris dans le service des maladies infectieuses et tropicales de la Pitié-Salpêtrière. Il a choisi d'exercer la médecine dans de nombreux pays suite à ses études, comme la Bolivie, Israël, le Vietnam, il me semble. Il est membre fondateur d'Action contre la faim. Il est également directeur des opérations de la Croix-Rouge et il a une grande expérience de santé publique et dans la vaccination. Je veux remercier Claire Bastien qui est présente avec nous aujourd'hui pour nous avoir présenté Dr Robert Sebag et nous l'avoir invité. 15 minutes seront consacrées aux questions à la fin. Elle a déjà beaucoup collecté de questions. Claire donc reviendra à la fin ou interviendra si nous avons des questions pressantes. Et Monsieur Sebag, Dr Sebag, c'est toute l'équipe et moi-même qui vraiment vous remercions d'avoir accepté cette invitation. Comme nous disons en anglais, the floor is yours. Ok, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Écoutez, moi, je suis ravi toujours de pouvoir partager. Je pense que la pédagogie joue un rôle important, surtout on dit absolument tout, beaucoup de fake news aussi sur cette épidémie. Moi, je vais essayer de vous faire partager à la fois ma connaissance et mon vécu de cette épidémie, puisque, malheureusement ou heureusement, j'ai gardé mon poste à l'hôpital à la Pitié-Salpêtrière en maladies infectieuses, et grand hôpital parisien. Et vous doutez que depuis 1 an et demi, je suis en première ligne et nous sommes en première ligne avec mes collègues sur cette maladie qu'on a découvert. Il faut savoir qu'on a beaucoup appris dans cette année et demie. On apprend en marchant avec cette épidémie, même si on avait quand même une expérience sur d'autres coronavirus. Je vais y revenir. Alors, vous avez intitulé notre entretien « Les défis de notre société face aux maladies infectieuses ». Alors, très vite, je rappelle pour vous toutes et tous que les maladies infectieuses, c'est des maladies parasitaires, c'est des parasites, c'est des maladies bactériennes, donc des bactéries, et des maladies virales, donc celles que nous vivons en particulier. Et c'est vrai que depuis quelque temps, on avait l'impression que les maladies infectieuses représentaient un risque beaucoup moins important que d'autres maladies, parce que c'est vrai que la vaccination a fait quand même évoluer ce type de maladie en termes de pronostic, que l'apparition des antibiotiques aussi et des antiparasitaires a fait, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a de nouveaux virus, qu'on appelle des maladies émergentes, qu'il y a des résistances aux antibiotiques aujourd'hui, et que malheureusement, si vous voulez, les maladies infectieuses, qui étaient quand même un attribut extrêmement important, si je parle de la médecine française, reviennent un petit peu à la surface. Ce n'est pas pour rien qu'en France, on a eu l'Institut Pasteur et qui a joué un rôle extrêmement important. Et là, tout d'un coup, on redécouvre avec cette épidémie
l'importance des maladies infectieuses. Vous savez, je vais en prendre deux ou trois comme ça, très, très vite. Hein. Si on prend les maladies tropicales négligées, alors beaucoup plus parasitaires, la maladie du sommeil, les leishmanioses, les différents vers intestinaux, la schistosomiase, la bilharziose, enfin un certain nombre, ça représente 1,4 milliard de personnes de par le monde. Hein. Ben, si je prends une maladie que tout le monde connaît, la tuberculose, et c'est vrai qu'on disait, moi quand j'étais étudiant en médecine, il y a très longtemps, on disait ne vous inquiétez pas, la tuberculose, le BCG, on a des médicaments. Ben, malheureusement, la tuberculose aujourd'hui, c'est plus de 10 millions de nouveaux cas par an. La tuberculose, c'est 1,5 million de morts. C'est des résistances aux médicaments habituels, avec peu de nouveaux médicaments sur cette maladie. Si on parle de maladies parasitaires, les maladies parasitaires, si on prend le paludisme, c'est presque 500 000 morts par an. C'est loin d'être réglé et ça touche bien sûr des pays en voie de développement, en particulier en Afrique. Ben, les maladies virales, ben, c'est le sida. Hein. C'est un virus, hein, le sida, le fameux VIH qui a fait des milliers et des milliers de morts. Et malheureusement, ce n'est pas encore terminé, même si aujourd'hui, on a des médicaments et pas un vaccin. C'est l'inverse un petit peu de ce qu'on vit avec le Covid, j'y reviendrai. Si on parle d'Ebola, vous voyez, Ebola, c'est une maladie virale aussi. Et moi, sachez que quand j'étais étudiant en médecine, le sida n'existait pas, le Covid n'existait pas, Ebola n'existait pas, le West Nile n'existait pas, enfin, un certain nombre de maladies émergentes et on a dû s'habituer, on a dû apprendre. Sur le terrain, moi-même, quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital à Pitié-Salpêtrière dans les années 80, bah, nous avons reçu les premiers cas de sida. On ne comprenait rien au début, on ne savait pas que c'était un virus, on n'avait pas encore découvert le virus, on n'avait pas de test, on n'avait pas de médicaments, on avait plusieurs 3, 4, 5 morts toutes les semaines dans le service, on ne comprenait rien. Et puis en 83, on a découvert le virus, en 87, le premier médicament, et en 96, la trithérapie. Ça n'a pas tout réglé parce qu'il y avait un problème d'accès entre le nord et le sud sur ces médicaments. Et puis, bien sûr, les maladies virales. On va y revenir et c'est vrai que ça va être quand même d'après ce que nous vivons, parce qu'on est en train de vivre cette épidémie, cette pandémie, j'ai envie de dire, parce que ce virus est en train de toucher le monde entier, et que quand on parle de pandémie, c'est la plupart de tous les continents sont touchés, et que si on va arriver à une solution ou à un retour, entre guillemets, à une vie normale, il faudra effectivement penser non seulement à nos pays, mais penser aux autres pays pour qu'on puisse se déplacer, qu'on puisse recevoir et qu'on puisse effectivement continuer à échanger de par le monde. Donc voilà cette introduction, si vous voulez, elle me paraissait quand même importante. Alors on va un petit peu focaliser, bien sûr, sur la COVID-19. Alors voilà cette maladie, si vous voulez, c'est une maladie virale. Alors il s'appelle coronavirus parce que vous avez vu des centaines et des centaines d'images. Hein, c'est une sorte de couronne, si vous voulez, avec des spicules. Hein, voilà, c'est une forme. C'est pour ça qu'il s'appelle couronne. C'est une famille. Hein, il y a de nombreux virus dans cette famille. Alors, on en a connu deux. Hein, nous, les infectiologues, on en a connu deux. On a connu dans les années 2003-2004 le Covid-1, hein, le SRAS, le fameux SRAS, qui a sévi en particulier en Chine, mais aussi au Canada, parce qu'il y a eu des transports de personnes contaminées qui ont contaminé. C'était une maladie à transmission respiratoire extrêmement dangereuse. Mais très vite, pour la seule différence avec ce que nous vivons avec ce coronavirus 19 que nous vivons aujourd'hui, c'est que les gens qui étaient atteints, étaient malades, on pouvait les isoler, les soigner, soit ils étaient guéris, soit malheureusement ils décédaient, mais qu'il n'y avait pas d'asymptomatique. Donc à partir du moment où on isolait les gens et à partir du moment où on les traitait, si vous voulez, cette maladie s'est arrêtée, et tant mieux. Pour cette maladie, donc on avait effectivement bien isolé ce virus, le SARS-CoV-1. Et puis, on a eu un deuxième coronavirus un peu plus tard, qui était le MERS, le Middle East Respiratory Syndrome, qui a surtout sévi en Arabie Saoudite, qui a été aussi transporté en Corée du Sud par un voyageur qui arrivait d'Arabie Saoudite. Là aussi, c'était une maladie à transmission respiratoire, par la respiration. Et là, on avait trouvé l'animal intermédiaire qui était le dromadaire, et en particulier le lait de dromadaire. Et j'ai oublié de dire, pour le SARS-CoV-1, le SRAS, on avait trouvé un autre intermédiaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qui était la petite civette. Et on sait, comme il avait commencé à sévir en Chine, que les Chinois sont très, très friands de petits animaux sauvages. Alors là, on en a un nouveau. On a ce fameux
Covid SARS-CoV-2, hein, comme on l'appelle aujourd'hui. Alors, il faut savoir je voulais vous dire quand même un petit mot parce on en a beaucoup parlé, c'est les origines de ce virus. Hein. Il vient d'où? Il a démarré quand? Alors, on n'est pas certain, si vous voulez, du début. Alors, la version officielle. La version officielle, c'est que la déclaration de cette maladie, elle a été faite par les Chinois qui ont envoyé des alertes sur cette maladie respiratoire qui apparaissait dans des hôpitaux à Wuhan à la fin du mois de décembre 2019. Fin décembre 2019, donc début de l'année 2020. Le 14 janvier 2020, ça me paraît important de vous faire un petit peu cette historique sur l'origine de ce virus. Le 14 janvier 2020, les Chinois envoient à toutes les autorités sanitaires la carte d'identité de ce virus. Donc, ce qu'on appelle une sorte de synthèse, si vous voulez, la formule, le codage, si vous voulez, de ce virus. Et à partir de ce moment-là, la plupart des pays ont essayé de réaliser, on n'a pas été très bon en France malheureusement, mais les Allemands étaient très forts, de réaliser des tests pour pouvoir tester les malades, mais également les sociétés qui s'intéressaient à la vaccination, à partir, si vous voulez, de cette synthèse, de cette carte d'identité du virus, ont commencé à mettre au point des stratégies, des technologies, l'ARN entre autres, mais pas seulement, on y reviendra, sur la vaccination possible. Alors, l'origine. Alors, vous avez deux origines et c'est une grosse discussion aujourd'hui. Soit c'est l'origine purement naturelle, c'est-à-dire qu'on sait que le virus originel, il vient de la chauve-souris. Il vient de la chauve-souris, c'est très clair. La chauve-souris est un animal qui transporte beaucoup de virus et entre autres des coronavirus dont certains sont très proches du coronavirus qui touche l'homme aujourd'hui, à 90%, mais pas à 100%. Alors, l'origine naturelle, c'est qu'à partir de la chauve-souris, alors la chauve-souris qui aime beaucoup des fruits, des bégoniacées, mange ces bégoniacées sur des arbres, urine sur ces petits fruits qui tombent à terre et qui sont mangés par d'autres animaux, hein, qui seraient l'hôte intermédiaire. Alors, on a parlé du pangolin, on a parlé du serpent, on a parlé des chiens viverins. Aujourd'hui, on n'a pas cet hôte intermédiaire. Peut-être qu'on le trouvera, mais à ce jour, on n'a pas cet hôte intermédiaire. Donc, un animal va donc contracter ce virus de la chauve-souris. Il va y avoir quelques mutations au sein de cet animal, avec un virus qui va être très proche du virus humain. Et il va y avoir ce qu'on appelle, c'est très important, un passage d'espèce. C'est-à-dire d'une maladie de l'animal, le virus va être, si vous voulez, il va passer chez l'homme, et donc il va y avoir ce virus humain à transmission respiratoire et qui va pouvoir contaminer. Et d'ailleurs, on a su très vite, au mois de janvier 2020, qu'il y avait une contamination interhumaine de ce virus. Alors, moi, je vous ai donné des dates, mais je peux vous dire que même en France, on pense que ce virus était déjà présent au mois de octobre ou au mois de novembre 2019, puisqu'on a trouvé des images de scanners pour lesquels on n'avait pas d'éléments d'étiologie sur des pneumonies qui étaient apparues chez un certain nombre de personnes. Et en revoyant ces images, on s'aperçoit qu'on a des images typiques, un type de verre dépoli sur des scanners pulmonaires. Donc, il est fort possible que ce virus ait apparu bien avant la déclaration faite par les Chinois. Donc, je vous ai expliqué l'origine. Alors, maintenant, il y a une deuxième origine dont on parle beaucoup, qui serait un accident de laboratoire. On a parlé d'un accident de laboratoire. Alors, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est ce dont on est certain, c'est que ce virus n'a pas été fabriqué de toutes pièces. Il n'a pas été fabriqué parce que, en regardant, si vous voulez, le séquençage de ce virus, on voit très bien s'il a été manipulé. Par contre, on sait que les Chinois, dans des laboratoires de grosse sécurité, en particulier le centre de virologie de Wuhan en Chine, ils travaillent sur des virus de la chauve-souris, sur des coronavirus, et qu'ils font un certain nombre de chimères, ils mélangent des virus, enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail. Et là, on pense qu'il y aurait peut-être eu soit une contamination d'une personne qui travaille dans ce laboratoire, qui aurait transporté le virus sur le marché de Wuhan ou ailleurs, soit voilà, une éprouvette qui se casse, une fuite, un accident de laboratoire et qui est une diffusion de ce virus. Aujourd'hui, on ne le sait pas, je ne sais pas si on le saura un jour. Ce qui est certain, c'est qu'à ce jour, on ne trouve pas cet hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme.
il y a une mission de l'OMS qui est partie il y a quelque temps, mais longtemps après le début de l'épidémie. Et même le directeur de l'OMS a fait une déclaration en disant qu'on n'a pas aujourd'hui une explication extrêmement certaine de l'origine de ce virus. Donc voilà ce virus respiratoire. Alors pour accélérer un peu, surtout vous laissez la place de poser des questions parce que je suis sûr que les questions me feront revenir sur des points extrêmement importants. C'est quoi les symptômes? Alors qu'est-ce qui se passe? Ce virus, je vous le répète, il est à transmission respiratoire, d'où l'importance du masque. Malgré tout ce qu'on a pu dire, hein, moi, j'ai toujours dit dans beaucoup d'émissions que la logique, que si vous prenez n'importe quel bouquin sur les maladies infectieuses à transmission respiratoire, le masque est malgré tout, même s'il n'est pas à 100%, une protection importante. Donc, vous avez une pénétration de ce virus par la bouche, par le nez, un petit peu par les yeux aussi, et il va se rendre au niveau pulmonaire. Et là, par des systèmes de ce qu'on appelle des récepteurs sur les cellules pulmonaires. Les récepteurs, on les connaît un petit peu, ils s'appellent les AC2E. Grâce à la spike, vous savez cette petite spicule qu'on voit sur les photos de virus, hein, cette protéine S, dit spike, épine, hein, vous voyez, ce diverticule, va rentrer à l'intérieur de la cellule pulmonaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les virus ne peuvent pas vivre sans une cellule. Donc très très vite, sinon ils meurent. Ils meurent, donc ils ont besoin. Ils vont entrer dans la cellule et là, ils vont se multiplier par milliers, ils vont toucher d'autres cellules pulmonaires. Soit vous avez un organisme qui va pouvoir très, très vite vous défendre et il ne se passe rien. C'est des asymptomatiques, ça disparaît, vous n'avez quasiment peu de symptômes. Soit vous pouvez avoir un certain nombre de symptômes. Alors, les symptômes qu'on a rencontrés, qu'on rencontre, la fièvre, une fièvre extrêmement importante, en sachant que vous avez une incubation de 5 à 7 jours. C'est-à-dire qu'avant que votre test, je vais y revenir sur les tests, avant que les tests soient positifs, vous êtes malgré tout contagieux pendant quelque temps, 2 à 3 jours avant la positivité du test. Donc, j'ai dit de la fièvre, une asthénie, et alors quelque chose de tout à fait typique de ce virus, il s'attaque au nerf crânien et en particulier ce qu'on appelle l'anosmie, l'absence de goût, des troubles de l'odorat, et les gens vous le racontent, c'est très très fréquent, et l'agusie, qui sont des troubles du goût. C'est-à-dire que les gens ne sentent plus rien quand ils mangent, ou ils ne sentent plus rien quand ils essaient de respirer un certain nombre de parfums. Mais vous avez d'autres manifestations. Vous avez des manifestations cutanées, des manifestations neurologiques. Il est extrêmement ubiquitaire. Il va un petit peu partout au niveau de l'organisme. Et puis, dans certains cas, si vous voulez, d'abord, vous avez une pneumonie, vous toussez, puis tout peut rentrer dans l'ordre. Mais dans certains cas, si vous voulez, au bout de 7 à 8 jours, votre organisme va réagir, votre système immunitaire, mais il va tellement réagir, il va aller au-delà de ses capacités de réaction et il va se passer ce qu'on appelle un orage immunitaire, une sorte de tempête immunitaire avec, si vous voulez, des problèmes sanguins, des problèmes inflammatoires majeurs, avec ce qu'on appelle une sécrétion de cytokines, c'est pour ça qu'on a parlé d'orage cytokinique. Et là, si vous voulez, ça peut aller très, très vite. Et c'est malheureusement, quand on n'arrive pas à juguler cet orage immunitaire, qu'il peut y avoir le décès de la personne. Voilà, vous avez les chiffres en Espagne. Moi, je peux vous donner les derniers chiffres en France. On est à 108 000 morts à ce jour liés à la Covid-19. Alors, c'est vrai qu'il y a une fréquence plus importante chez les personnes âgées parce qu'elles ont un système immunitaire parfois qui réagit beaucoup moins bien, mais très souvent associé à ce qu'on appelle des comorbidités. C'est-à-dire qu'on a des profils de personnes. Alors, le premier, très honnêtement, pour l'avoir vu à de nombreuses reprises dans mon service et dans les services de mes collègues en réanimation, l'obésité. C'est vrai que dans 80% des cas, on a affaire à des personnes dont l'indice de masse corporelle est très élevé, donc des personnes obèses, mais aussi, quand je parle de comorbidité, des troubles cardiovasculaires, du diabète, des décompensations diabétiques, des accidents vasculaires cérébraux, parfois des gens qui avaient déjà des cancers. Et donc, il y avait une sorte de faiblesse particulière chez ces personnes, mais pas toujours. Parfois, on a eu quelques cas de personnes relativement jeunes, sans aucune comorbidité, et qui faisaient un Covid grave et qui pouvaient parfois entraîner la mort. Alors, comment on diagnostique cette maladie? Alors, c'est les tests, hein, les fameux tests. Alors, vous avez plusieurs types de tests. Vous avez le test qu'on appelle le test PCR, c'est-à-dire on va vous mettre un écouvillon au niveau des fosses nasales, parfois de la gorge, qui devrait
coller des petites particules virales et qu'on va faire réagir. Alors, RT-PCR, ça veut dire reverse transcriptase polymérase chain reaction. Pardon de rentrer dans ces détails. Il va y avoir une transformation de l'ARN viral en ADN et on va calculer tout ça. Et votre test va être positif. Et quand votre test est positif, c'est que vous êtes en relation avec ce virus. Et donc, ça veut dire que vous avez une charge virale, que votre organisme a contracté ce virus. Et donc, vous êtes contagieux. Vous êtes contagieux en toussant, en éternuant, en parlant, d'où l'importance du masque. Et là, très, très vite, je vais vous parler, parce qu'on en parle de plus en plus, de ce qu'on appelle l'aérosolisation de ce virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous parlez, si vous êtes positif, quand vous chantez, vous n'avez pas de masque, il va y avoir une sorte de nuage viral autour de vous. Et c'est pour ça que la ventilation est très importante. Je compare souvent ça à la fumée de cigarette. Vous voyez, vous fumez, vous avez des volutes de fumée qui restent dans l'air. S'il n'y a pas d'aération, si vous êtes à côté, vous respirez, vous pouvez être contaminé par ce virus. Il y a d'autres tests, il y a des tests qu'on appelle des tests antigéniques, un tout petit peu moins fiables. Là aussi, la seule différence avec les tests PCR, c'est que le résultat est donné beaucoup plus rapidement. Et on a également des tests salivaires, très utiles chez les enfants, parce que ce n'est pas facile chez des jeunes enfants de passer un écouvillon au niveau des fosses nasales, puisqu'il faut remonter relativement haut. Donc voilà, si vous voulez, à la fois, donc, je vous ai parlé de l'origine, je vous ai parlé des symptômes, avec les symptômes de première partie, de phase 1 du virus, qui est pendant la multiplication du virus, absence de goût, d'odorat, asthénie, toux, parfois fièvre, parfois troubles cutanés. Et puis, tout peut rentrer dans l'ordre. Le test va devenir négatif au bout de 14 jours à peu près. Mais parfois, dans certains cas, donc phase 2, cet orage immunitaire, cet orage cytokinique extrêmement grave et qui peut entraîner le décès. Quelques mots au niveau de la thérapeutique. Il faut parler des traitements. Après, je viendrai bien sûr à la prévention. C'est un sujet extrêmement important aujourd'hui, qui est la vaccination. Alors, les traitements, comme je vous l'ai dit, il y a deux phases. Il y a la phase 1, cette phase qu'on appelle la phase virale, où le virus se multiplie. Alors, on a parlé au début, vous vous souvenez de la polémique sur l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Alors, je peux vous assurer, comme médecin, qu'on aurait bien voulu que l'hydroxychloroquine, qui était un produit par voie orale, qui nous aurait bien servi. Malheureusement, je l'ai même dit à M. Raoult, même si je me suis fait engueuler, on n'était pas d'accord. On l'a essayé dans mon service, je peux vous assurer que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, voilà, on n'a pas eu des résultats probants, il y a eu beaucoup de publications là-dessus. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on a essayé tous les antiviraux qui étaient actifs dans le sida, dans l'hépatite C, dans notre maladie, qui aujourd'hui n'ont pas montré, si vous voulez, une réelle efficacité, parce que ça serait vraiment l'idéal d'avoir un traitement comme on a un antibiotique sur une infection. Voilà, vous êtes infecté, vous êtes positif, vous prenez quelques comprimés pendant quelques jours et vous êtes guéri. Mais il faut savoir qu'il y a de très, très nombreux essais aujourd'hui sur la phase 1, je dis bien la phase de multiplication virale. On parle de nitazoxanide qui pourrait marcher, du clofectol également, qui est un vieil antibiotique qui est testé par l'Institut Pasteur de Lille. Mais on n'a pas aujourd'hui, si vous voulez, on a parlé du remdesivir, on n'a pas aujourd'hui de résultats probants sur ces médicaments, malheureusement. Après, vous avez le traitement de la phase, j'ai envie de dire, de cet orage cytokinique, de cet orage immunitaire. Et là, on a fait beaucoup de progrès. Le premier traitement, c'est l'utilisation des corticoïdes, en particulier de la dexaméthasone, qui a donné d'excellents résultats. Et la deuxième, ça a été l'utilisation des anticoagulants. Pourquoi les anticoagulants? Parce qu'on s'est aperçu que dans cet orage immunitaire, il y avait la production de cytokines qui entraînait des troubles de la coagulation. Et nos amis italiens, très très vite, nous ont montré que chez de nombreuses personnes décédées de la Covid, auprès de qui ils avaient fait des autopsies, il y avait beaucoup d'embolies pulmonaires et que les gens mouraient beaucoup d'embolies pulmonaires. Et donc, l'utilisation des anticoagulants nous a fait quand même une grande amélioration sur la prise en charge de ces patients en phase, pendant cet orage immunitaire. Il y a d'autres produits, on utilise des produits contre l'interleukine 6, comme le tocilizumab, qui donnent quelques résultats. Et puis, bien sûr, si vous voulez, c'est l'oxygène à très forte dose, puisque
Parfois, on est obligé d'intuber les patients pour passer cette phase critique et protéger un petit peu, leur maintenir une oxygénation si vous voulez, des organes nobles par intubation. Mais parfois, le tissu pulmonaire est tellement dégradé qu'il n'y a quasiment plus de tissu pulmonaire et qu'on est même parfois obligé de faire ce qu'on appelle des circulations extracorporelles pour oxygéner leur sang en espérant qu'il peut y avoir une recréation même faible du tissu pulmonaire. Puis parfois, on n'y arrive pas et la raison pour laquelle on a quand même 30 à 40% de décès pour les gens qui rentrent en réanimation, même si on a amélioré quand même cette prise en charge. Donc voilà au niveau des traitements. Alors puis bien sûr, un mot sur la prévention. La prévention, c'est la vaccination. Comme je vous l'ai dit, dès que nous avons reçu le séquençage et la carte d'identité de ce virus, de ce virus originel, donc le 14 janvier, on a reçu ça, un certain nombre d'entreprises se sont attelées en disant « nous avons la formule, on va essayer de faire des vaccins ». Alors, il y a eu plusieurs approches. Il y a eu l'approche d'ARN messager, j'y reviendrai, qui était complètement nouvelle. Il y a eu l'approche du vecteur viral, l'utilisation d'un virus inoffensif chez l'homme, qui est l'adénovirus. Ça a été l'approche d'AstraZeneca, de Johnson & Johnson. Il y a eu une approche du virus entier, inactivé, c'est en particulier les Chinois. Il y a une approche avec des protéines recombinantes. Il n'y a pas encore de vaccin aujourd'hui. Il y a Novavax qui travaille dessus, Sanofi, même si ça n'a pas marché, il recommence aujourd'hui une expérimentation. Donc, le premier, ça a été l'ARN messager. Alors, l'ARN messager, il n'existait à ce jour aucun vaccin utilisant cette technologie. Alors, pour mettre fin, si vous voulez, à toutes les questions, les fake news, ça n'avait pas été… il y a beaucoup de chercheurs qui, depuis une vingtaine d'années, travaillent sur cet ARN messager, qui est de l'acide ribonucléique, et en particulier une femme remarquable, qui est une Hongroise, qui a fait beaucoup de travaux sur l'ARN messager. Et une biotech en Allemagne, BioNTech, avec 2 émigrés turcs, travaillait sur cet ARN messager depuis longtemps et espérait pouvoir réaliser des vaccins, de même que l'entreprise, la biotech américaine qui s'appelle Moderna, a décidé de travailler sur l'ARN messager. Alors, le principe, c'est quoi? C'est de fabriquer de l'ARN et de coder sur cet ARN la protéine spike. Pourquoi la protéine spike, qui est une partie du virus? Vous savez, je vous en ai parlé, c'est cette protéine S, parce que c'est la partie la plus antigénique. C'est celle qui va être le moins reconnue par l'organisme, donc qui va permettre la formation d'anticorps. Et c'est elle aussi qui permet le virus d'entrer dans les cellules. Donc l'idée, c'est de prendre cet ARN messager, de l'enrober avec des nanoparticules lipidiques, de l'injecter. Quand vous l'injectez, là je vais être très très clair, cet ARN messager ne va pas dans le noyau de la cellule. Donc il ne touche pas au génome. On a dit oui, on va modifier notre code génétique, le génome. Pas du tout. Il reste dans ce qu'on appelle le cytoplasme. Une cellule, c'est un ballon avec au milieu un petit noyau. Et le reste, tout ce qui n'est pas le noyau, c'est ce qu'on appelle le cytoplasme. Cet ARN messager va pénétrer dans le cytoplasme et comme il est codé pour la protéine S, il va faire sécréter beaucoup de protéines S que l'organisme, on va faire créer par l'organisme des anticorps neutralisants qui vont neutraliser cette protéine et donc qui vont empêcher le virus d'entrer dans la cellule. C'est ce qu'on appelle l'immunité humorale. Mais à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle l'immunité cellulaire, qui est une sorte de protection mémoire qui se fait à travers des globules blancs qu'on appelle les lymphocytes. Et donc, on sait que pour ce Covid, on a à la fois une immunité humorale, des anticorps neutralisants, et une immunité cellulaire, avec une mémoire immunitaire. Et donc, ça, c'est l'ARN messager. Et ce qui est intéressant avec l'ARN messager, c'est que on a beaucoup parlé, j'y reviendrai certainement, il y aura des questions sur des mutants, des déviants. Vous voyez, le virus, il apprend un petit peu à survivre et il se fabrique par tellement milliards d'exemplaires qu'il y a des erreurs de fabrication. Il va y avoir des modifications, en particulier sur cette protéine S. À partir du moment où on arrive à séquencer ces virus mutants, déviants, le britannique, le brésilien, le sud-africain, le double mutant indien, le californien, le new-yorkais, peut-être le madrilène, je ne sais pas. On peut tout à fait, dès qu'on a séquencé ces variants,
on peut tout à fait adapter cet ARN messager sur ce variant. Et ça veut dire qu'en quelques semaines, on peut faire un nouveau vaccin. On n'en est pas là, puisqu'aujourd'hui, les vaccins ARN messagers tels qu'ils existent aujourd'hui, tels qu'ils sont donnés aux personnes de par le monde, ils sont actifs sur le virus originel du départ, sur le variant britannique et sur le sud-africain, avec une efficacité moindre sur le brésilien. Mais déjà, sur les 3 les plus importants, ils sont actifs. Première donc technologie, les vaccins ARN. Deuxième technologie, AstraZeneca, Johnson & Johnson. On prend un virus humain inoffensif qui s'appelle un adénovirus, c'est un virus de rhume. Et là-dessus, on va greffer une partie, là aussi, du virus de la COVID-19. Et donc, là aussi, si vous voulez, cet adénovirus, il va être une sorte de transporteur. Et il va transporter, si vous voulez, l'ADN du virus de la COVID, là aussi, pour faire sécréter, former des anticorps par l'organisme. Alors, il y a des différences d'adénovirus. On utilise AstraZeneca utilise un adénovirus inoffensif de chimpanzé, Johnson & Johnson un autre adénovirus, mais Sputnik V, le fameux vaccin russe, lui aussi utilise des adénovirus, mais il en utilise 2. Un adénovirus pour la première injection, un adénovirus pour la deuxième injection. Et puis, je vous ai dit, il y a d'autres vaccins, mais aujourd'hui, ils ne sont pas encore, agréés par les autorités, tant de la FDA que de l'Agence européenne du médicament. Alors, juste quelques mots sur ces fameux vaccins. Quand on parle vaccin, il y a 2 termes extrêmement importants. Un, c'est l'efficacité. 2, c'est l'innocuité. L'efficacité. Les vaccins ARN, ils sont efficaces en particulier sur les formes graves, à 95-98%. Ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, mais on commence à avoir une certaine approche, et ce qu'on ne savait pas quand ils ont été enregistrés, c'est combien de temps ils pouvaient vous protéger, la durée de protection. Alors, ce dont on est certain, c'est 6 mois, ça c'est sûr, mais on est très optimiste sur 8 à 12 mois. Mais il faut attendre. Premier point. Le deuxième point, on a dit, très bien, on a fait des phases 3 avec plus de 40 000 personnes, 2 groupes de 20 000. Est-ce qu'il empêche la transmission? OK, il protège des formes graves. Est-ce que si moi, par hasard, j'ai encore le virus, est-ce que je vais pouvoir contaminer des personnes? Eh bien, on sait aujourd'hui, le Royaume-Uni, une partie des États-Unis et Israël, qui a vacciné massivement, qu'on a un très, très bon résultat sur la transmission. Elle n'est pas à 0, on attend des études plus poussées, mais qu'il est quand même très efficace sur la transmission, ce qui explique d'ailleurs un retour en Israël et en Grande-Bretagne à une vie, entre guillemets, presque normale. En termes, donc je parle des virus ARN, en termes d'innocuité, la seule chose qu'on a remarqué, puis maintenant on a du recul sur des centaines de millions de personnes vaccinées, c'est qu'il y avait des risques chez des personnes très allergiques qui pouvaient faire des chocs anaphylactiques qui étaient toujours réversibles, mais qu'il fallait surveiller. Ça, c'est pour les vaccins ARN. Et puis, bon, un peu ce qui est classique avec les vaccins, on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome grippal, un peu de fièvre, quelques douleurs musculaires, quelques crampes qui régressent très, très vite avec du paracétamol. Deuxième type de vaccin, donc les vaccins à vecteur viral à adénovirus. AstraZeneca, Johnson & Johnson. Vous voyez, je dis des marques. Hein. Non, voilà, mais c'est tellement passé dans le langage courant que je peux me permettre. Alors là, si vous voulez, on a eu 2 choses. On a eu d'abord efficacité très bonne. Il faut être très, très bonne, en particulier pour éviter des formes graves. On a eu dès le départ un syndrome grippal relativement important. Dans les 24 heures qui suivaient la vaccination, avec des températures, mais tout ça a été régressé très bien avec la prise de produits type paracétamol. Par contre, quand on a multiplié un petit peu les vaccinations, des cas très, très rares, on a eu des problèmes liés à la coagulation sanguine et l'apparition de thromboses, donc de petits caillots au niveau sanguin, parfois bénins, mais dans quelques cas relativement graves, puisqu'on a eu, mais je vous dis, on les compte sur les doigts de la main, sur des millions de personnes vaccinées, mais ça existait. Et on se doit absolument toute transparence.
Et donc là, il s'agissait de thrombus dans des veines au niveau du cerveau, au niveau intestinal, et dont certaines ont entraîné la mort. Ce qui fait que ce pauvre vaccin AstraZeneca, ça l'a plombé un petit peu. Bien que, je répète, il est extrêmement efficace. On s'est aperçu que ces cas très, très faibles, mais graves, c'était en particulier chez des sujets plutôt jeunes, raison pour laquelle les recommandations sanitaires ont été faites. On a dit on va restreindre AstraZeneca chez les personnes de plus de 55 ans, même si l'expérience anglaise, il a été vacciné même chez des sujets jeunes. Ils en ont vacciné plus de 30 millions. Il y a eu quelques cas, c'est vrai, mais qui ne remettaient pas en cause la balance bénéfice-risque. Mais bon, si vous voulez, il y a le principe de précaution à jouer. Et à partir du moment où il existe d'autres vaccins, il y a beaucoup de gens, moi, qui me disent, écoutez, beau expliquer qu'il n'y a aucun risque. Je dis non, non, moi j'ai le choix, j'attendrai d'avoir de l'ARN messager. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Juste un petit parallèle avec le sida. Le sida, on a mis 15 ans à trouver des médicaments extrêmement actifs, les antirétroviraux, mais après 45 ans, on n'a toujours pas de vaccin. La Covid, on a un vaccin, mais on n'a pas de médicament. Donc voilà, c'était juste une incidence pour faire cette différence. Donc voilà, moi, écoutez, j'ai essayé de vous donner le maximum de généralité, d'informations et d'informations concrètes sur ce virus. Je suis certain qu'il y a beaucoup de questions, j'en ai reçu déjà beaucoup. Donc, je ne sais pas si Claire veut revenir sur des questions. Si vous voulez que j'éclaircisse tel ou tel point, n'hésitez pas, je suis à votre disposition et je tiens à la fois à vous rassurer, puis à répondre, quand je pourrai répondre, aux questions que vous me poserez. Voilà. Merci. Merci Robert, c'était très clair, c'était très synthétique. Je pense effectivement que notre ami Gilles est toujours très, on va dire, plus politique que moi, qui suis plus scientifique, d'accord? Mais je pense qu'effectivement, une question qu'il pose est intéressante, c'est est-ce que, en fait, l'investissement financier qui a été fait pour la recherche en France a été suffisant? Et est-ce que ce n'est pas un signe de notre déclin? Je pense qu'il faudrait que tu abordes ça, le financement. Je vais l'aborder tout de suite. On les fait une par une. Hein. Je vais aborder tout de suite. Oui. Alors écoutez, cette question est très intéressante. Cette question est très intéressante parce qu'elle remet en question, si vous voulez, la philosophie de la recherche en général et de la recherche dans le domaine de la santé. Pourquoi je dis ça? Si vous prenez les 3 plus grosses entreprises au monde dans le domaine des vaccins, il y en a 3, vraiment les plus importantes. C'est Merck aux États-Unis, c'est GSK en Angleterre et c'est Sanofi en France. Eh bien, aucune de ces 3 entreprises n'a donné un vaccin. Aucune des 3. C'est quand même intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les recherches, les centres de recherche internes de ces grosses sociétés, elles manquent parfois de flexibilité, elles n'ont pas toujours la vision de ce qui peut se faire. Et c'est aujourd'hui les biotech, les petites structures qui donnent le là. Regardez ce qui s'est passé avec l'ARN messager. C'est BioNTech, petite start-up en Allemagne, qui travaillait sur l'ARN messager, mais qui n'avait pas les moyens de réaliser les études cliniques et la fabrication du vaccin, et ils se sont associés à Pfizer. Et c'est Pfizer qui a financé, mais la recherche, elle a été faite par cette start-up. Si vous prenez AstraZeneca, ce n'est pas eux qui ont trouvé le vaccin. En plus, ils n'avaient jamais fabriqué de vaccin de leur vie, ce qui peut expliquer d'ailleurs des problèmes de production. AstraZeneca s'est associé à Oxford, à l'université d'Oxford, qui a fait des recherches, et c'est Oxford qui a mis au point la technologie du vecteur viral par l'adénovirus, mais il leur fallait une entreprise, et puis politiquement, ils voulaient une entreprise britannique, enfin britanno-suédoise, AstraZeneca, qui a financé les phases 1, 2 et 3 et la fabrication du vaccin. Et puis le troisième, c'est Moderna, start-up américaine, effectivement très aidée parce qu'il y a eu des financements, ils ont joué un rôle important. Madame Merkel a financé BioNTech en Allemagne. Monsieur Trump a financé Moderna, il a financé Pfizer et il a financé tout ça. Et c'est, si vous voulez, aujourd'hui, le résultat de notre recherche. Et si vous voulez, la France, qui, elle, avait joué l'Institut Pasteur
avec Merck, États-Unis, ben, ça n'a pas marché. Sanofi, qui, lui, n'a pas cru en l'ARN messager, pardon, et a décidé de travailler sur ce qu'on appelle les protéines recombinantes, parce qu'il savait faire ça avec ses vaccins contre la grippe. Ben, il y a eu des problèmes de réactifs, des problèmes de dosage, et les premiers essais ont été un échec. Alors, ils ont remis ça sur la table. Aujourd'hui, ils sont en phase 2, ils espèrent avoir de bons résultats, mais le vaccin ne sera pas disponible avant la fin 2021. Mais ils se sont rendus compte aussi de ce retard, puisqu'ils n'ont pas cru en l'ARN messager. Et donc, ils retravaillent aujourd'hui avec d'autres biotech, j'espère que ce n'est pas trop tard, sur l'ARN messager. L'ARN messager, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions, c'est une révolution dans le domaine du vaccin. Ça va changer complètement, si vous voulez, l'approche de recherche vaccinale, bien sûr sur la Covid, mais il faut savoir que derrière, il y a des tas de vaccins que nous n'avons pas et qui peuvent bénéficier de cette technologie. Je pense au virus Zika, on pense à Ebola, on pense à la dengue parce que le vaccin qui existe n'est pas très efficace aujourd'hui. On pense à chikungunya, mais on pense aussi au cancer, puisqu'on sait que l'immunothérapie peut jouer un rôle important de ce côté-là. Donc voilà où on en est. J'espère que notre recherche française, peut-être pas assez aidée, peut-être un petit peu trop fonctionnalisée, je pense en particulier à l'INSERM et au CNRS, va tirer les leçons de ce qui s'est passé avec la découverte de ces vaccins malheureusement absents de France. Je viens de voir, Robert, une question qui nous vient des États-Unis d'une personne que tu connais, qui s'appelle Beryl Doucet. Oh, très bien. Ah ben voilà. Donc, et je suis ravi. Je l'ai invitée et je voulais, si tu veux, elle disait, que Pfizer n'a pas été partie en fait de l'opération Warp Speed et que Moderna a été cultivé par DARPA. BARDA. Oui, la BARDA, qui est un organisme qui a été créé après les accidents du World Trade Center pour lutter contre le terrorisme et l'utilisation d'agents de virus, ou on avait parlé du charbon à l'époque, de la variole, et effectivement, qui ont été aidés. Il y a eu un financement public relativement important, mais surtout, il y a eu des prises de risques, il faut le dire. BioNTech a pris des risques avec Pfizer. Moderna a pris des risques, ils ont pris des risques, ils ont eu des financements certes, mais l'argent seul ne suffit pas, ils ont réussi. Et aujourd'hui, on a des vaccins extrêmement efficaces, et puis surtout qui ouvrent la porte à une nouvelle recherche dans le domaine vaccinal. Je ne sais pas si j'ai répondu à notre ami Beryl. Écoute, j'espère que oui. Attends, il y avait notre Barda, elle corrige. Il y a une autre question en revanche. Attends, il y a 8 ans, Jean Tirado, il y a 8 ans, en 2013, un coronavirus de chauve-souris, la RATG13 FIT6, mort dans une mine de cuivre du Yunnan. Ce virus correspond à 96% avec le Covid-19, mais il n'y a aucune évidence de son pouvoir d'infecter l'homme. Des échantillons du Covid-13 furent envoyés à Wuhan en 2013. Pourquoi le monde scientifique n'en a rien su? Ce virus a-t-il été sujet à des expérimentations de gains de fonction à Wuhan qui pourraient avoir abouti au Covid-19? Alors, je confirme complètement cette information, mais on le sait aujourd'hui, il n'y a eu aucune publication à l'époque. C'est vrai que les chercheurs chinois sont partis dans des mines dans le Yunnan, si ma mémoire est bonne, qui est à 1500 km de Wuhan. Alors, la question qui se pose, ils auraient pris des échantillons de ces virus de chauve-souris dans cette grotte du Yunnan, à 1500 km de Wuhan. Ils les auraient ramenés dans les laboratoires de virologie de Wuhan. Ils auraient fait des expérimentations dessus. Ils auraient peut-être pu être contaminés, même si on sait que ce virus qui a été trouvé sur ces chauves-souris, il n'était pas adapté à l'homme, il fallait le modifier soit par un passage d'espèces au niveau de l'animal, soit par des modifications, ce qu'on appelle des chimères, pour qu'il devienne compatible avec une infection humaine. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de publication à l'époque, et c'est des pistes qui sont étudiées aujourd'hui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, sur la fameuse origine de ce virus. Alors là, dans les questions que nous t'avions passées de participants qui nous avaient envoyé des questions auparavant, il y a donc d'abord sur la pandémie. Alors, quand penses-tu que ça va s'arrêter quand même? Alors, moi, je vous ai dit en introduction, on est en face d'une pandémie. Une pandémie, ça veut dire que tous les continents sont touchés.
Regardez ce qui se passe en Inde aujourd'hui. Regardez ce qui se passe au Brésil. Regardez ce qui se passe. Je regardais les chiffres hier. On a parlé de l'Asie du Sud-Est. Il y a une recrudescence aujourd'hui de l'épidémie en Thaïlande. Alors que ça a été un élève extrêmement rigoureux. Eh bien, ça repart en Thaïlande, ça repart au Laos, ça repart au Cambodge. Parce qu'il y a des trous dans la raquette. Donc, tout ça pour dire, si vous voulez, que tous les pays sont touchés. Et que pour arrêter une pandémie, si un des moyens, c'est la vaccination, et d'arriver à une immunité collective, ben ça veut dire qu'il faudra… Et ce problème, il est extrêmement important. Qu'il faudra vacciner tout le monde. C'est très bien de vacciner nos pays riches, mais si vous voulez, est-ce qu'on recevra encore… on demandera à des étudiants africains ou d'Amérique latine ou des personnes, est-ce qu'on pourra, nous, aller dans ces pays-là, si vous voulez, parce qu'on risque de ramener des variants, on ne nous permettra pas d'y aller. Donc, plus on laissera circuler ce virus au niveau mondial, plus, vous savez, il n'y a pas d'étanchéité des pays. Il n'y a pas d'étanchéité des pays. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudra effectivement arriver à vacciner la plupart des pays du monde et arriver à une immunité collective mondiale. Sinon, elle ne s'arrêtera pas, cette pandémie, malheureusement. Plus vous laissez un virus circuler, plus vous avez une potentialité d'avoir de nouveaux variants. Et puis, bon, là, on a de la chance. Pour le moment, les vaccins, globalement, agissent sur les variants existants. Mais rien ne vous dit que demain, on ait un variant pour lequel on n'ait aucun vaccin qui marche. Et ça prendra du temps de trouver un nouveau vaccin pour un nouveau variant. Donc, la fin de la pandémie, c'est l'immunité collective mondiale. Voilà la réponse la plus simple que je peux faire aujourd'hui. Et donc, c'est la responsabilité des politiques d'avoir… Alors, il y a le système COVAX pour remettre des doses dans les pays du Sud. On a parlé de la levée des brevets, même si ce n'est peut-être pas la seule solution. Mais aujourd'hui, effectivement, si on veut arriver à la fin de cette pandémie, alors en espérant, si vous voulez, quand vous avez une immunité collective, que le virus s'atténue, disparaisse ou devienne un virus banal, entre guillemets, comme c'est le cas du virus de la grippe, ou comme il existe 4 ou 5 coronavirus aujourd'hui bénins qui entraînent des rhumes chez l'enfant et qui n'ont aucune dangerosité. Mais on n'en est pas encore là. Mais il faudra avoir une approche mondiale sur la lutte contre cette maladie. Voilà ma réponse. Merci. Écoute, je crois aussi qu'en Espagne, à Madrid, a été construit un hôpital qui est vraiment de deuxième zone, qui s'appelle l'hôpital Isabel Stendhal. Et la réflexion, toi en tant que médecin, au niveau d'une réflexion sur le système hospitalier, que penses-tu de créer pour des crises sanitaires, pour, en cas d'urgence, enfin, quelle qu'elle soit, par exemple, enfin, je sais pas, les tours jumelles à New York, etc., non, mais… de créer ces hôpitaux. Donc, tu Oui. étais toi médecin humanitaire, donc pendant de nombreuses années, donc tu connais bien ce type de problème. Qu'en penses-tu? D'abord, c'est une très, très bonne question. Et j'ai vu effectivement que, bien sûr, l'Espagne, l'Angleterre l'a fait également, Israël l'a fait, d'autres pays, ils ont créé des structures propres à la COVID-19. Ça me paraissait une excellente initiative parce que je dois vous dire aussi qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'infections qui ont été contractées à l'hôpital. On n'a pas assez isolé, si vous voulez. Il y a des gens qui venaient pour d'autres pathologies et qui, malheureusement, ont contracté la COVID-19. Alors, bien sûr, pour ce type d'hôpital, il faut aussi des personnes. Ce n'est pas simplement matériel, ce n'est pas simplement un nombre de lits. Il faut aussi du personnel qu'on doit former. Mais c'est vrai qu'en cas d'épidémie, vous voyez, par exemple, je me souviens de l'épidémie d'Ebola en Afrique. Ça a été terrible parce qu'on a fait venir au départ les malades d'Ebola dans un hôpital normal et on a contaminé des tas de personnes. Donc, ça me paraît effectivement très sage, très judicieux, mais ça demande une préparation en amont, ça demande quand même du personnel qualifié. Mais vous savez, le fait d'isoler et d'empêcher la contamination quand vous mélangez des malades et quand vous mélangez des services, ça me paraît effectivement quelque chose d'important et d'intéressant. Ça n'a pas été fait en France, malheureusement. On va revenir sur un sujet que tu as un peu abordé, qui est comment il faut absolument qu'on arrive à vacciner le plus rapidement possible, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays… Je vous l'ai dit, ça me paraît très important. Eh bien oui. Donc, que penses-tu, toi, de la prise de position de Joe Biden
il y a maintenant une semaine, sur en fait la propriété intellectuelle, les brevets. Bon, écoutez, moi, ça me paraît plus une déclaration plus politique que pratique. Parce que d'abord, bien sûr, je vais revenir sur la levée des brevets, il faudrait aussi peut-être que les États-Unis laissent exporter les vaccins qu'ils ont, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'ils refusent déjà l'exportation. Donc, c'est très bien de vouloir s'intéresser à ces pays-là, et ce n'est pas simplement l'exportation de vaccins, mais c'est aussi l'exportation de tous les ingrédients qui font le vaccin. Ce n'est pas simplement de recettes, c'est aussi des flacons, c'est aussi des seringues, c'est aussi des aiguilles, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, autant, et on l'a vécu au moment du sida sur les antirétroviraux, où la propriété intellectuelle faisait qu'il n'y avait pas d'accès à ces médicaments dans les pays d'Afrique qui étaient très touchés par le sida. Et donc, il y a eu effectivement, au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, l'idée de dire, en cas d'urgence sanitaire, il faut passer outre la propriété intellectuelle. Et ça a été le cas en Afrique du Sud, il y a eu le procès de Pretoria, je ne veux pas revenir là-dessus. Sauf que la fabrication de vaccins et la fabrication de médicaments, c'est très différent. C'est très difficile aujourd'hui de fabriquer des vaccins, ça demande une technologie très, très particulière. Il y a très peu de structures qui sont capables de fabriquer ces vaccins, ça demande du temps. Et la problématique aujourd'hui, c'est une problématique de sécurité. On ne peut pas se permettre d'avoir la notion de qualité. La notion de qualité, si vous voulez, pour les vaccins est extrêmement, extrêmement importante. Alors, d'un point de vue éthique, si vous voulez, c'est vrai, si vous voulez, qu'on ne peut pas laisser simplement à des grosses industries pharmaceutiques, sauf que d'un autre côté, alors je sais qu'il y a eu un financement public, mais le brevet, c'est aussi, ça stimule un peu l'innovation. Les entreprises pharmaceutiques, elles ne sont pas philanthropiques. Et que si on leur dit votre brevet, il ne compte pas et que n'importe qui peut fabriquer votre produit, ça ne va pas les inciter à faire de la recherche. Par contre, je crois qu'il y a un problème de solidarité mondiale. Ça a été COVAX. Si vous voulez, à court terme, ça ne réglera rien, la levée des brevets. Ça ne réglera rien parce que ce n'est pas des recettes faciles pour fabriquer des vaccins. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures industrielles, il faut des années pour les construire. Donc oui, moi, je ne suis pas contre du tout à terme sur un certain nombre de maladies, sur ce qu'on appelle des pandémies où le vaccin doit devenir un bien public. Mais par contre, il faut qu'il y ait une solidarité des pays riches et d'acheter des doses à travers cet organisme COVAX, puisque la France a décidé à la fois de le financer en milliards, mais de donner des doses, les Américains aussi, un certain nombre de pays. Mais regardez par exemple l'Inde qui a des capacités de fabrication, puisqu'il y a une licence qui a été donnée par AstraZeneca à Serum Institute of India, qui est une grande entreprise indienne de fabrication de vaccins. Ils fabriquent du vaccin AstraZeneca, qui était normalement destiné à tous les pays en voie de développement, sauf qu'ils ont arrêté les exportations parce que la situation en Inde fait qu'aujourd'hui, il y a une priorité pour vacciner sa population. Donc, c'est une vraie question qui, à mon avis, si la décision a été prise, et à mon avis, elle n'est pas prise, ça va être très, très difficile politiquement de la prendre, ne va pas régler le problème à court terme. Par contre, il peut y avoir, on peut donner des licences, on peut donner, les laboratoires, Pfizer peut donner des licences à certaines entreprises, puis il peut y avoir des rémunérations. Il existe un système qui s'appelle le patent pool, où on met les brevets à destination d'un certain nombre de pays avec quelques redevances à payer. Tout ça est envisageable. Mais je répète, la seule solution pour qu'un jour on en finisse avec cette pandémie, c'est de multiplier la vaccination dans tous les pays du monde et sur les 5 continents. Alors, écoute, que je reprenne là sur le chat. Et nous arrivons presque à la fin, tu sais. Donc, c'est la fin. Hop. On peut prolonger, hein, c'est bon, hein, s'il y a des questions. Tu es trop gentil. Alors, attends. Alors, il y avait quelqu'un qui parlait du vaccin russe de Sputnik. Alors, je vais vous parler ça serait intéressant de savoir ce que… Tout à fait. Alors, écoutez, à la différence des vaccins chinois, on a eu des publications scientifiques valides sur le Sputnik V, en particulier une publication de Lancet. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important d'avoir des publications scientifiques de haut niveau parce qu'elles sont critiquées par des spécialistes.
Et donc, on a tous lu cette étude sur le vaccin russe, qui est un très bon vaccin. Ils ont quelques difficultés de fabrication. Il faut oublier l'aspect politique des choses. Ce n'est pas parce que c'est la Russie. Ce vaccin est un vaccin très intéressant. Je vous l'ai dit en 2 mots tout à l'heure, parce qu'il utilise 2 adénovirus. Donc, il empêche des immunités croisées. Et donc, il a un adénovirus en première injection, un deuxième adénovirus. Comme tous les vaccins à vecteur viral AstraZeneca ou Johnson & Johnson, le risque de problème de coagulation, il existe aussi, puisque c'est la même technologie. Sauf que ce vaccin, il a été déposé à l'Agence européenne du médicament. On n'a pas encore de résultats. Je trouve que ça dure quand même beaucoup de temps. Il faut savoir que Mme Merkel en Allemagne, on va tout se dire, a fait une déclaration récemment en disant « Nous avons une agence allemande du médicament qui peut analyser un certain nombre de dossiers de médicaments et de vaccins, très compétente, ce qui est vrai. Donc, si l'agence européenne du médicament va trop lentement, moi, je vais la donner à mon agence nationale et puis on commandera des vaccins Sputnik. D'ailleurs, la Bavière en a commandé. Il y a eu des précommandes d'ailleurs en France aussi. Sauf qu'il y a de vrais problèmes de fabrication. Il n'est pas facile à fabriquer. Les Russes n'ont pas les capacités de fabrication. Donc, on aurait pu tout à fait envisager une sorte de partenariat sur des usines de fabrication en Europe, en France ou en Italie déjà. Je crois qu'il y a des accords qui ont été faits pour ce vaccin. Mais je vous répète, d'un point de vue efficacité et innocuité, c'est un vaccin extrêmement efficace. Les vaccins chinois, il y a une question. Justement, les vaccins chinois, on n'a pas de publication scientifique, malheureusement. Oui, c'est ça. Alors, il y a une question par rapport à la Chine qui est intéressante, c'est est-ce que vraiment il n'y a pas de cas en Chine? Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous y croyez? Et la deuxième question, mais c'était plus par rapport à ce que vous venez de dire, et je pense que c'est quelque chose qui est revenu très haut avant que tu reprennes, Claire, que j'ai vu qui est intéressante aussi, à mon avis, c'est les gens se posent des questions. Si on prend une première dose d'un vaccin, est-ce qu'on peut prendre une deuxième dose d'un autre? Les vaccins hétérologues, oui. Écoutez, la question se pose, par exemple, en France. En France, dans un premier temps, l'AstraZeneca, il était réservé uniquement pour les jeunes, c'est-à-dire les moins de 55 ans. Donc, on a eu 600 ou 700 000 personnes vaccinées, jeunes, donc pas plus de 55 ans, puisque maintenant, il est réservé qu'à les plus de 55 ans. Donc, ceux qui avaient moins de 55 ans qui ont reçu l'AstraZeneca, ils ont dit, alors, et moi, là, pour ma deuxième dose, je fais quoi? Donc, il y a eu une déclaration de la haute autorité. Pardon? En Espagne, c'est 60 ans. Oui, je sais, l'Italie aussi, mais bon, peu importe. Voilà. Non, c'est pareil. Oui, mais c'est pour rajouter. Voilà. Simplement, on a dit aujourd'hui, la haute autorité de santé, la recommandation, c'est vous avez eu une première dose AstraZeneca, il n'y a aucun problème pour que vous ayez une deuxième dose Pfizer ou Moderna. De vaccins hétérologues, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est clair. Vous avez une première dose AstraZeneca, deuxième dose, ça peut être le Pfizer. D'accord. Je pense que c'est intéressant pour savoir, pour que les gens puissent comprendre un peu des fois. Moi, j'en vois plein à l'hôpital dans mon service, on le fait. Et il n'y a pas eu de problème. Alors, la Chine, justement, la Chine. Écoutez, vous savez, la Chine, c'est un pays relativement fermé. Je vous relativement, c'est… Non, mais moi j'ai beaucoup de respect pour les Chinois, mais enfin, ils nous ont dit qu'ils avaient eu 5000 morts. On a quand même quelques doutes sur le nombre de morts. Ce qu'on peut dire, par contre, parce qu'on a quand même des gens qui vivent en Chine et qui nous informent, c'est vrai que dès qu'ils découvrent un cas, ils ferment tout. Donc, à ce prix-là, ils font vraiment du Covid-0. Ils ferment tout. Si vous avez 3 personnes dans un quartier de 3 millions de personnes, ils vont tester les 3 millions de personnes. Ils vont isoler les gens pendant 14 jours. Effectivement, ça marche. Ils ont vacciné, pas beaucoup. Ils ont vacciné, je ne sais pas, il faudra que je revoie les chiffres, mais autour de 150 millions de personnes. Ça fait à peu près 10% de la population. J'ai même trouvé exactement, parce que j'ai regardé les chiffres l'autre jour, et ils n'arrivent même pas à 5%. Mais le virus circule peu. Le virus circule peu. Oui, heureusement. Allez-y. Alors Claire, est-ce qu'il y avait des questions que tu voulais poser avant on va prendre 5 minutes de plus, si ça ne vous dérange pas, Dr Sebag? Alors, 5 minutes, Claire, parce que je sais que ça avait pas mal. Même 6. Pour aussi favoriser les gens, si tu veux, qui interagissent. C'est bien. Mais il y avait des questions, je pense, qui étaient importantes. Je crois que c'est une personne en plus que je connais. Mais allez, dites-moi. Pas le nom. Donc, nous, notre problème aujourd'hui, c'est que la fin de l'état d'alarme était dans la nuit de dimanche. On a eu des fêtes sauvages partout, des rave parties, etc. Donc, est-ce que va nous arriver une 4e vague? Mais en fait, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que il y a eu, en Espagne, ils sont un peu en retard sur la vaccination, il faut le dire.
les premières et deuxièmes doses ont surtout été données aux personnes plus âgées. Et ceux qui ont fait la fête, c'est effectivement des jeunes. Mais Et quand donc, je regarde, se pose la question de gens qui ne sont pas vaccinés. mes chers amis, quand je regarde, attends, Claire, supérieure à la France. Claire, quand je regarde les chiffres en Espagne, vous avez beaucoup moins de contamination qu'en France. On est bien d'accord. Ça, c'est la réalité. Alors, on est bien d'accord. Enfin, là, on pense qu'on va en avoir plusieurs choses sur ta question. La première chose, il faut être très, très clair. Il y a très, très peu de clusters en milieu ouvert. Très, très peu. On a très, très peu de clusters, je dis en milieu ouvert à l'extérieur. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous baladez dans la rue, etc. Alors après, c'est les regroupements. Il faut vraiment que les gens soient très, très proches l'un de l'autre, qu'il n'y ait pas de vent, qui parlent, que les supporters qui chantent. La contamination en extérieur, elle est comprise entre 0,5 et 5%. On a étudié l'année dernière dans notre pays, en France, au mois de juin dernier, la fête de la musique. À cette époque, on n'avait pas de masque. Il y avait des milliers de gens dans les rues. Eh bien, on n'a pas vu d'explosion des contaminations. Par contre, en milieu intérieur, milieu clos, où on fait des fêtes fermées sans ventilation, là, il peut y avoir des risques de contamination et qui peut effectivement faire repartir un petit peu les choses. Donc, je veux dire, rien n'est acquis aujourd'hui. Ni l'Espagne ni la France avaient acquis ce qu'on appelle une immunité collective du fait de la vaccination pas assez répandue, mais en sachant que l'immunité collective, il faut additionner les gens qui ont attrapé l'infection, qui ont des anticorps, et puis les gens vaccinés. Puisque à la fois les vaccinés et les gens qui ont attrapé l'infection naturellement possèdent des anticorps. On en est loin, donc ça va ouvrir en France d'une manière extrêmement prudente, uniquement les terrasses de café, uniquement les cinémas et les théâtres avec des gens masqués et des jauges. Il est important que les gestes barrières, en particulier à l'intérieur, même sur les personnes vaccinées, il faut être encore prudent parce qu'on n'est pas certain à 100% de l'efficacité de la transmission du virus, en fait, de la non-transmission avec le vaccin. Donc, il faut être prudent. Mais voilà, ça veut dire qu'il faut régulièrement regarder les taux de contamination, regarder le fameux R0, qui est le coefficient de contagiosité. Il faut qu'il soit en dessous de 1. Il est actuellement quasiment à 0,8 en France, ce qui est bien. Je ne sais pas, en Espagne, il est aussi très bas. Mais dès que ce taux flirte avec le 1 et dépasse le 1, il y a un risque de redémarrage de l'épidémie. C'est-à-dire que le virus, même à l'état quiescent, il continue à circuler, que ce soit en Espagne ou en France. Donc, il faut être prudent. Il faut éviter les rassemblements en intérieur. À l'extérieur, le risque, il est extrêmement faible, je le répète. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux favoriser les rencontres ou les fêtes extérieures que les interdire, parce que si on les interdit, les gens se retrouvent chez eux en milieu clos, et là, le risque est important. Alors, c'est vrai qu'on est en période chaude, on est en été, et que les gens ont plutôt tendance à être à l'extérieur. Surtout à Madrid et en Espagne. Dis-moi, peut-être comme dernière question, penses-tu, quels seraient tes arguments pour convaincre des gens qui ne veulent pas se faire vacciner? Ah, ben là. Il y a quand même beaucoup d'anti-vaccins en France. Hein. Alors, j'adore. Heureusement. Alors, je vais répondre. Quand on parle santé publique, tous les spécialistes vous diront qu'il y a trois moyens qui sont fondamentaux en santé publique, en général. Un, c'est l'hygiène, c'est l'eau, la potabilité de l'eau, la propreté de l'eau. La deuxième, c'est l'hygiène, les latrines, extrêmement important, avec toutes les gastroentérites, tout le péril qu'on appelle le péril fécal. Et la troisième, c'est la vaccination. C'est les trois mesures qui sont les plus importantes en termes de santé publique. Alors maintenant, la vaccination. Ce qui me désole aujourd'hui, et je parle en général, pas simplement pour la Covid, c'est que les gens ont oublié ce qu'étaient les maladies transmissibles. Et la peur des maladies a été remplacée par la peur des vaccins. La seule maladie dans l'histoire de la médecine qui a été éradiquée, je ne parle pas d'élimination, je dis bien d'éradication, c'est la variole.
grâce à la vaccination. La deuxième, je l'espère, pourrait être la poliomyélite. Moi-même, chers amis, quand j'étais petit, avant l'apparition des vaccins contre la poliomyélite, mes parents m'empêchaient d'aller me baigner. La poliomyélite, si vous regardez des images de M. Roosevelt, assis sur une chaise roulante, il était victime de la poliomyélite. Si vous regardez un certain nombre d'images d'archives, vous allez voir ce qu'on appelait les poumons d'acier. Les gens n'arrivaient plus à respirer. Eh bien, la poliomyélite, il reste peut-être 2000 cas dans le monde. On devrait arriver à l'éliminer grâce à la vaccination. On a oublié ce qu'était la diphtérie. Lisez certains romans de Maupassant, vous allez voir ce qu'était le croup, cette maladie absolument horrible avec des membranes et qui les gens s'étouffaient. On a oublié le tétanos, on a oublié la coqueluche, la rougeole, un certain nombre de choses. Donc ça, c'est la première. Alors pourquoi les vaccins font peur? Parce que les vaccins s'adressent à des personnes saines. On est capable d'accepter le moindre effet secondaire parce qu'on est malade, alors on prend des médicaments, ben oui, ça m'a donné mal à la tête, ça m'a fait perdre les cheveux, c'est des anticancéreux. Mais là, on dit, mais attendez, moi, j'ai rien. Pourquoi vous allez me vacciner? Et donc, il faut expliquer aux gens. Et alors, il y a eu aussi beaucoup de fake news sur les vaccins. Il y a eu la problématique de l'autisme sur les vaccins, le ROR, le rubéole, oreillon, rougeole en Angleterre, où on a dit que ce vaccin favorisait l'autisme. Ça a été un faux. On a mis 12 ans à s'en rendre compte. Donc, les gens ont eu peur de faire vacciner leurs enfants et on a eu une mortalité de la rougeole importante en Angleterre à cause de ça. En France, il y a quelques années, c'était la vaccination contre l'hépatite B. On disait que ça entraînait des scléroses en plaques. On n'a jamais pu prouver l'imputabilité du vaccin hépatite B contre l'apparition de sclérose en plaques. Et c'est pour ça que la France est à la traîne sur l'immunité concernant l'hépatite B et qu'on peut mourir de cancer du foie à cause de l'hépatite B. Donc voilà ce que je veux dire aux gens, c'est que le risque zéro n'existe pas, que le vaccin, c'est à la fois une protection individuelle, mais aussi collective, et que la vaccination est un geste altruiste. Et si on veut être solidaire, il faut se vacciner. Voilà ce que je pouvais dire, ma chère Claire. Un très beau message de fin, vraiment. Merci beaucoup. On n'a malheureusement plus le temps, là. Je crois que on a épuisé votre temps, mais vraiment, merci beaucoup. La prochaine fois, je vous la fais, je viens à Madrid. Hein. Allez, on fait ça. On fait ça. On vous invite à Madrid et cette fois-ci, on invitera le public. Je dis ça parce que j'adore. Voilà. J'adore le mode de vie espagnol. Nous, on adorerait vous avoir et on espère qu'avec la fin de cette pandémie, on va pouvoir enfin de nouveau voyager. Et je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance pour vous. Merci beaucoup. Moi, j'ai été ravi de partager avec vous. Merci, Robert. Je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Merci de nous avoir rejoints. Et je vous rappelle les élections, les dates 21-26 mai pour, en ligne et le 30 mai à l'urne. Merci beaucoup et bonne soirée. À bientôt. Au revoir.